Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. 87 communes reconnues en état de catastrophe naturelle dans le sud-ouest. Les sinistrés ont désormais 10 jours pour déclarer les dégâts aux assurances. Nous verrons en quoi cette décision peut les aider. Y a-t-il une inégalité dans les dotations des départements en vaccins? Nous avons fait nos calculs et les livraisons ne sont pas toujours proportionnelles aux personnes éligibles. C'est la grande enquête de cette édition. 20 000 câbles sous les mers pour connecter les continents entre les géants d'Internet, mais aussi les États déploient des kilomètres de fibres optiques. Nous sommes allés voir une entreprise française spécialiste de cette technique devenue aujourd'hui si stratégique. Dans ce journal également, cet hommage très émouvant entre la France et la Russie, 210 ans après la grande retraite de Russie. Ce week-end, les restes de grognards de Napoléon et de soldats du Tsar ont été inhumés côte à côte. Et puis le site de Pompéi, lui, continue de livrer ses secrets et les archéologues n'ont jamais avancé aussi vite. Le confinement et l'absence des touristes leur ont permis de mettre au jour des scènes entières de la vie quotidienne de l'an 79. Le gouvernement avait promis d'aller vite. L'eau ne s'est pas encore totalement retirée des rues que l'état de catastrophe naturelle a été décrété pour 87 communes du sud-ouest, des communes touchées, vous le savez, par la tempête Justine. Alors en quoi cette décision peut-elle aider les habitants? Reportage Michael Guilleux, Stécie Petit et Maxime Jaglin. Le nettoyage est à peine terminé. Ce restaurateur prépare déjà l'arrivée des assureurs. Les assurances nous ont demandé de garder ça pour la vérification, pour regarder certainement si les références correspondent bien aux factures que nous avons pour l'indemnisation. Pour rouvrir le plus vite possible, Thomas Ouvert va avancer tous les frais, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors, quand l'état de catastrophe naturelle a été déclaré dans sa ville, c'était un soulagement. Il sera remboursé plus vite. Je pense que le délai de 3 mois est bien pour une catastrophe naturelle parce qu'on sait que 12 mars, 12 avril, 12 mai, on sera remboursé, donc il n'y a pas de situation catastrophique. En tant que professionnel, le restaurateur devra quand même payer une franchise, 10% de la valeur des dégâts, plusieurs milliers d'euros pour lui. Dans le Lot-et-Garonne, en Charente et en Charente-Maritime, 87 villes viennent d'être déclarées en état de catastrophe naturelle. Grâce à ce dispositif, les sinistrés seront dédommagés plus rapidement. À Saintes, commune la plus touchée de Charente-Maritime, le maire a mis en place une permanence téléphonique pour accompagner les habitants dans leur démarche. On a dit pendant toute la crue de faire des photos et de prendre contact, eux, avec leur assureur, puisque maintenant que nous sommes catastrophe naturelle, c'est à eux de faire la démarche. Ils ont 10 jours pour le faire depuis ce samedi. Donc c'est à eux maintenant d'agir chacun avec son assureur. À Cognac, Magali Yvet, elle, a déjà contacté son assureur. Ça, c'est pour mes assurances, mais je vais pas mal de films. Désormais, il faut patienter. J'aurai la visite de l'expert au mois de mars, mi-mars. Donc on va attendre. On m'a dit de pas acheter. Alors ça, c'est bien parce que j'ai un jardin, mais pour les personnes qui n'ont pas de jardin, attendre un mois quand on doit enlever un frigidaire, une machine, c'est un peu compliqué, je trouve, mais enfin bon. Comme chaque sinistré, elle devra payer une franchise de 380 €. Mais tous les dommages matériels directs lui seront remboursés. Et cet arrêté de catastrophe naturelle, il avait aussi été publié pour les habitants des vallées de la Vésubie et de la Roya. Cela fait maintenant près de 5 mois. Nous avons donc voulu savoir où en était l'avancée des dossiers. Les sinistrés ont-ils déjà touché cet argent si précieux qui pourrait leur permettre de se reconstruire? Réponse avec Vincent Capu et Didier Laborde. Détruite en grande partie par la crue de la Vésubie le 2 octobre dernier, la pisciculture de Roquebillière a redémarré son activité partiellement, grâce à la solidarité de nombreux bénévoles venus nettoyer les bassins. Mais d'importants travaux restent à réaliser. 5 mois après la publication de l'état de catastrophe naturelle, son exploitant attend toujours d'être indemnisé par son assurance. Il faut faire intervenir les entreprises, il faut avoir des devis, après il faut transmettre les devis, après l'expert vient constater, après il remet son... C'est fastidieux, c'est long. Au bout de presque 5 mois, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va être pris en charge. Des réparations qu'il estime à plusieurs centaines de milliers d'euros. Se projeter, c'est difficile parce qu'on ne sait pas si ça peut arriver de nouveau, on ne sait pas comment on va être protégé, on ne connaît pas, on n'a pas les réponses à tout ça. Plus haut dans la vallée, à Saint-Martin-Vésubie, 100 maisons ont disparu, emportées par la rivière et une quarantaine est en sursis. C'est le cas de cet immeuble. Le maire du village attend toujours les conclusions des expertises bâtimentaires. Il faut savoir si conforter un bâtiment comme ça, les digues de confortement de chaque côté ne vont pas coûter plus cher que le bâtiment.
L'État envoie des experts. Ces experts se rapprochent bien sûr des assurances. Les assurances elles-mêmes ont des experts. Autre problème, trouver des terrains pour reconstruire. Pas facile en montagne. Le maire doit pour cela faire évoluer le plan local d'urbanisme, ce qui prendra plusieurs années. Malgré tout, ça sera encore 2 ans. Est-ce que les gens attendront 2 ans pour avoir la possibilité de reconstruire une maison, quoi? Une attente interminable pour les sinistrés. 5 mois après la catastrophe, beaucoup de dossiers d'indemnisation en sont toujours au stade de l'instruction. Et puis, autre catastrophe naturelle au Japon, cette fois. Hier soir, un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a secoué le nord-est du pays, au large de Fukushima. Un moment terriblement angoissant pour les habitants, alors que l'on va bientôt célébrer les 10 ans de la catastrophe nucléaire. Une centaine de personnes ont été blessées. Revenons en France où la vague de froid, elle, est en train de se terminer. Mais dans l'Est, les températures vont rester négatives la nuit prochaine. La semaine a été très éprouvante pour les personnes sans domicile. D'autant que vous allez le voir, certaines d'entre elles ont renoncé à dormir dans les foyers. Alice Bacot et Laurence Claude-Pierre sont allées à leur rencontre aujourd'hui à Strasbourg. Le silence et le froid. À la nuit tombée, le thermomètre frôle les moins 10 degrés à Strasbourg. Pour ceux qui vivent dans la rue, les conditions sont particulièrement difficiles. Mais certains, comme Clarissa, n'ont pas d'autre choix. C'est vrai, il fait plus froid que d'habitude. Mais on n'a pas le choix, il faut survivre. On a beaucoup de couvertures et des sacs de couchage aussi. Face à la situation, ces deux jeunes ont décidé d'apporter leur aide. Depuis quelques jours, ils sillonnent la ville avec des repas chauds. On sait que ces temps-ci, c'est dur pour eux. Et ça réchauffe bien cette nourriture-là. Et du coup, on essaie d'être solidaire. Il fait froid et on se dit, comme on a un peu de temps, on essaie d'en donner aux autres aussi. À Strasbourg, une cinquantaine de sans-abri dorment dehors chaque nuit, faute de place en centre d'accueil. Abdelwahid, lui, a obtenu une place dans un hôtel réquisitionné, mais cela ne suffit pas. Il faut traîner dehors, il faut chercher de la nourriture. Parce qu'à l'hôtel, tu n'as pas le droit pour préparer là-bas. Tu vois? C'est pour ça qu'on traîne toute la journée de le froid. Je suis dans l'arrêt, regarde. Avec une température ressentie à moins 17 degrés, la préfecture a activé le plan grand froid. Ce gymnase s'est transformé en centre d'hébergement d'urgence. Ici, vous avez l'endroit où on a installé les couchages, avec un drap, avec une couverture. Ce qu'on apporte, c'est aussi un peu de chaleur humaine, quoi. On discute, on échange. À 21 ans, Pierre est arrivé ici il y a 2 jours. Il dormait dans sa voiture depuis plusieurs semaines. Il n'y a pas de souci. L'autre jour, je me suis réveillé, j'ai vu sur le tableau de bord moins 15. Je me sentais plus faible physiquement, j'avais du mal un petit peu à marcher. Seule la moitié des lits sont occupés. Certains sans-abri préfèrent rester dans la rue 365 jours par an. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi la campagne de vaccination qui se poursuit. On a dépassé les 2 900 000 personnes ayant reçu 1 ou 2 injections. Mais ces doses sont-elles distribuées de façon équitable sur notre territoire? Vous allez voir que certains départements s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Une enquête signée Mathilde Véron, Gilles Parot et Marine Der. Pour les habitants de Dole, dans le Jura, c'est un clin d'œil de l'histoire. Il y a 200 ans, leur ville a vu naître Louis Pasteur. Aujourd'hui, elle est l'une des plus avancées en France dans la vaccination contre le Covid. Son centre tourne à plein régime. On reçoit toutes les 8 minutes 4 personnes, ce qui sur 4 semaines pour les plus de 75 ans va permettre à ce qu'on touche 6 000 personnes, ce qui correspond aux besoins de notre territoire daulois. En clair, ici, toutes les personnes éligibles seront bientôt immunisées. Ça avait été la première injection ? La recette du succès selon Monsieur le maire, une mobilisation très forte et très tôt pour demander des doses. On avait fait, avec un certain nombre de maires à l'échelle de la région et des secteurs touchés, une certaine pression sur l'État pour obtenir des vaccins très vite et très rapidement. Et puis, on a été à chaque fois opérationnel dès que le ministère autorisait la vaccination. Résultat, le Jura est le territoire le plus vacciné de France. Plus de la moitié des habitants éligibles a reçu une première injection et les candidats viennent même d'autres départements. Vous êtes venu de loin, monsieur, pour vous faire vacciner ? De Saône-et-Loire, voilà. Parce que vous n'avez pas pu trouver de rendez-vous dans votre département ? Non. Car tous les territoires ne sont pas à égalité dans leur dotation en vaccins. C'est ce que révèle notre enquête.
Selon le ministère de la Santé, 2 critères sont pris en compte pour répartir les doses d'un département à un autre. Le nombre de personnes de plus de 75 ans et le nombre de professionnels de santé de plus de 50 ans ou avec des comorbidités. Nous avons recensé ces populations dans chaque département à partir des données de l'INSEE et du ministère de la Santé. Puis, fait la somme pour chaque territoire de toutes les livraisons de vaccins ayant eu lieu ou prévues jusqu'au 22 février. Enfin, nous avons comparé les deux. Par exemple, la Gironde, dans la moyenne, compte près de 174 000 habitants éligibles et 114 000 doses, soit environ 65 doses pour 100 habitants. Résultat, des disparités importantes sans explication. Tout en haut du classement, nous retrouvons le Jura et ses 106 doses pour 100 personnes éligibles. Tout en bas, la Saône-et-Loire, justement, son voisin, qui affiche 50 doses pour 100 habitants éligibles, 2 fois moins. Nous quittons le département du Jura. Dans moins d'une dizaine de kilomètres, nous serons en Saône-et-Loire, où vous allez le voir, l'accès au vaccin est beaucoup plus difficile. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Roger, 88 ans, en fait les frais depuis bientôt 1 mois. C'est tous les numéros que j'appelais. Je viens de téléphoner maintenant au Chano, à Mâcon, centre hospitalier. Tous les jours, il prend son téléphone. Tous les jours, il tombe sur les mêmes messages. Bonjour, la cellule départementale de rendez-vous vaccination est temporairement fermée. Ça nous pèse malgré tout parce qu'on ne voit pas la famille. Nous, il y a 1 an qu'on n'a pas vu notre famille. À 88 ans, on a combien d'années à vivre encore, hein? Ça fait quand même court. Est-ce que vous avez pensé à aller dans un autre département pour vous faire vacciner ? Ah ben non, pas du tout. À 88 ans... Ni l'Agence régionale de santé, ni la préfecture de Saône-et-Loire n'ont accepté de nous répondre sur ces disparités. Le département aurait-il tardé à se mobiliser ? Nous contactons directement le préfet, qui n'a pas l'air très informé. Je ne peux pas vous confirmer qu'il y a moins de doses par habitant dans le département voisin. Je ne vous demande pas de le confirmer parce que ça, on le sait de par les calculs qu'on a pu faire, mais simplement quels éléments d'explication il y aurait à ça ? J'ai pas d'éléments d'explication à vous donner ou de causalité, si vous voulez. Les services de l'État se sont pleinement mobilisés sur ce sujet, donc j'ai pas l'impression qu'on soit en retard par rapport au département voisin. La Direction générale de la santé, qui gère la répartition des vaccins en France, a refusé toutes nos demandes d'interview. Nous avons donc tenté une alternative pour leur poser nos questions. Bonjour madame. Bonjour, ravi de vous accueillir à l'Assemblée. Geneviève Lévy est députée du Var, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. À l'échelle régionale, c'est le territoire le moins bien doté en métropole, alors qu'il affiche les taux de contamination les plus élevés du pays. Ce qui fait qu'en PACA, il y aurait un peu plus de 58 doses pour 100 habitants éligibles. Nous lui faisons part de notre enquête. Est-ce que vous aviez connaissance de ces chiffres ? Absolument pas. Nous n'avons pas de données réelles et concrètes sur les dotations de doses, aussi bien régionales que départementales. Madame Lévy est aussi membre de la Commission des affaires sociales, un groupe de parlementaires qui auditionnait cette semaine Jérôme Salomon, patron de la Direction générale de la santé. À partir de nos chiffres, elle l'interpelle pour nous. Je constate dans ma région PACA un manque de doses. Y a-t-il une organisation à 2 vitesses ? Le directeur répond à côté. L'allocation des vaccins, elle se fait en fonction des populations cibles. Donc il n'y a évidemment aucune discrimination entre territoires. Les populations cibles, c'est précisément ce que nous avons pris en compte dans nos calculs qui lui ont été transmis. Nous aurons donc tout essayé, aucun élément pour justifier ces inégalités. Selon plusieurs agences régionales de santé, l'arrivée des doses d'AstraZeneca pourrait rééquilibrer ces disparités en France. Et sachez que tous les résultats de cette enquête exclusive sont disponibles sur le site lci.fr. Vous pourrez en quelques clics connaître la situation de votre département. Sur le front du dépistage, les autorités sanitaires auront bientôt un nouvel outil à leur disposition. Après une première expérimentation, les pompiers et les gendarmes de Gironde forment des chiens à la détection du coronavirus. Taux de fiabilité 95%. Il devrait d'ailleurs être déployé dès avril prochain dans les aéroports, mais aussi les EHPAD et les écoles. Julien Roux et Iker Zabala. C'est le nouveau jeu préféré de Marvel. Cherchez le coronavirus.
Depuis le début de l'année, ce labrador des sapeurs-pompiers de Gironde s'entraîne avec la brigade canine de la gendarmerie à flairer le Covid. Ça, c'est un prélèvement positif. Les chiens apprennent à détecter ces compresses non infectieuses envoyées par le CHU de Bordeaux. En fait, on prélève de personnes qui sont malades, ou de personnes qui sont en incubation, leur sueur, que l'on met à l'intérieur. Les chiens vont venir reconnaître ou pas ces volatiles particuliers. Ces échantillons sont mélangés parmi 10 odeurs. Aucun renifle. Marvel vient de détecter le virus et se couche. Très bien. À chaque bonne réponse, une récompense. Et c'est un quasi sans faute pour notre élève. 9 sur 10. C'est dommage, il me rate celui du départ, c'est vraiment dommage. C'est bien ça, hein? C'est très très bien. Chaque résultat est noté scrupuleusement. Le travail est à renforcer. Les 5 chiens qui participent à cette expérimentation réussissent déjà à détecter 95% des cas positifs au Covid. Et toutes les données sont analysées en continu au CHU de Bordeaux par ces infectiologues. Ravis de voir arriver un nouveau moyen de diagnostic précoce de la maladie. Le chien est capable de repérer la présence du virus non seulement chez quelqu'un de symptomatique, mais également chez un patient infecté asymptomatique. Est-ce qu'ils sont capables de détecter les variants? Il semble, et même c'est extrêmement encourageant, que les chiens sont tout à fait capables de détecter le variant du Royaume-Uni, le variant sud-africain et également le virus brésilien. Et il suffit d'aller au centre de dépistage de l'hôpital pour se rendre compte de l'utilité que pourraient avoir ces chiens détecteurs de Covid à l'avenir, notamment auprès des enfants. Oubliez les couvillons dans le nez. Par exemple, sur un cluster dans une école, on va pouvoir déployer le dépistage de masse de toute l'école. C'est non invasif, c'est facile. Le chien, en 30 secondes, il marque pas. Et donc, avec ça, on aura une capacité de réponse rapide. Des chiens pourraient également être déployés à partir du mois d'avril dans les EHPAD, les stades ou les aéroports. Parmi les conséquences économiques de l'épidémie, on a beaucoup parlé ces derniers mois des salles de sport fermées, mais les fédérations, elles aussi, souffrent d'un manque de revenus. Privées de compétition, certaines ont perdu jusqu'à 60% de leurs licenciés. C'est notamment le cas, vous allez le voir, de la pétanque. Mathieu Perrault et Pauline Lefrançois. Il est où ton doudou? Cela va faire un an que le judo n'est plus vraiment un sport de combat. Avec le Covid, il a fallu s'adapter. D'abord en salle sans contact avec les copains, puis à la maison en visioconférence. Cela peut fonctionner pour les enfants, mais c'est beaucoup plus compliqué pour les ados et les adultes. Résultat, le nombre de licenciés a chuté. Sur cette tranche d'âge-là, on est à moins 40% chez nous. Exactement moins 43%. Au total, ce club a déjà perdu 150 adhérents en un an. Au niveau national, ce sont 180 000 judokas qui n'ont pas repris leur licence cette année. Un séisme ressenti encore plus violemment à la Fédération française de pétanque. Ici, la licence permet surtout de participer à des tournois. Ils sont annulés les uns après les autres et le nombre de licenciés s'écroule. On est aujourd'hui à 107 000 licenciés, donc ça signifie aujourd'hui une baisse de plus de 60% de nos effectifs. 75% du budget de la fédération est basé sur les licences. Donc la fédération est très inquiète sur son avenir. Le paradoxe de la pétanque, c'est que les concours sont annulés, mais qu'il est possible de s'entraîner sans licence, comme sur ce terrain municipal à Marseille cet après-midi. Là, on s'amuse, comme si on faisait un concours, et je ne comprends pas pourquoi ils n'autorisent pas à faire le concours à l'extérieur, je parle. La plupart des joueurs que nous avons rencontrés l'affirment, ils reprendront un jour leur licence. Mais en attendant, ce sont aussi les clubs qui souffrent, comme celui-ci à Paris. La moitié des adhérents a disparu. Pour ce président, il faut que les tournois reprennent coûte que coûte. Même si les parties sont moins amicales du fait de la distanciation, chacun son bouchon, on ne se passe pas le mètre, on ne doit pas toucher les boules de l'adversaire. Il y a tout un protocole à respecter. Comme dans d'autres disciplines, ils sont prêts à se plier à des règles encore plus strictes pour reprendre en compétition leur activité favorite. C'est une procédure suffisamment rare pour être soulignée. Le ministère de l'Intérieur annonce vouloir dissoudre le groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire. Ces dernières années, cette association s'est illustrée dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Elle y organise des patrouilles pour empêcher le passage de migrants. Une enquête avait été ouverte pour incitation à la haine raciale. Explication Mathieu Poissonnet. En pleine nuit, à la frontière franco-italienne, les activistes de Génération Identitaire traquent les migrants, pour la plupart venus d'Afrique, et les renvoient dans la montagne.
Le lendemain, ils érigent des barrières pour les empêcher de passer. Un filet orange tous les 10 mètres. C'est ce genre de scène que veut empêcher le gouvernement. Des militants d'extrême droite presque en uniforme qui font régner leurs propres lois aux frontières. Il y a nettement une tentative d'usurper, en tout cas dans la mission dans les Alpes, la qualité des policiers et des gendarmes qui sont chargés de faire la police de l'immigration. Dernier coup de com', dernière mise en scène, il y a 3 semaines dans les Pyrénées. Ils occupent la frontière et érigent des banderoles anti-immigration. Cette incitation à la haine raciale, c'est ce qui a poussé Gérald Darmanin à annoncer la dissolution de Génération Identitaire. Ça aurait un impact sur leur façon de fonctionner puisque leurs actions seraient interdites. Et donc, par exemple, ils auraient beaucoup plus de mal à se financer puisqu'ils ne seraient plus autorisés de leur donner des fonds. Les associations d'aide aux réfugiés et les partis politiques réclamaient cette dissolution depuis des années. Seul le Rassemblement national défend l'organisation d'ultra-droite. Génération Identitaire n'a jamais utilisé la violence, n'a jamais utilisé toute méthode de force. Et donc, en réalité, je le répète, ce sont que des lanceurs d'alerte. Selon les dernières estimations, ces activistes seraient quelques centaines, 1 millier tout au plus, répartis dans l'Est et le sud de la France. Déjà au temps du télégraphe, on faisait passer des câbles au fond des océans. Une technique qui s'est ensuite développée avec le téléphone et qui est en train, vous allez le voir, d'exploser avec Internet. La quasi-totalité de nos échanges modernes passe par des kilomètres de fibres optiques. Un domaine industriel hautement stratégique où les Français sont loin d'être les derniers, comme le montre ce reportage entre Calais et Arcachon, signé Pierre Galassio, Romain Reverdy et Thierry Gippet. Ce matin-là, surprise pour ces surfeurs. Cet immense navire s'apprête à transformer leur spot préféré en un point d'accès à Internet le plus rapide de France. Eh bien écoutez, il y en a qui surfent grâce à Internet et nous on surfera dessus. Et là vous vous dites, Internet dans l'océan, qu'est-ce que ça signifie? Vous pensiez peut-être que tout se passait au-dessus de nos têtes, dans les nuages, le fameux cloud, grâce aux satellites. Raté. 99% de nos échanges sur Internet passent dans des câbles sous-marins. Partout sur la planète, plus d'1 million de kilomètres de câbles relient tous les continents, 25 fois le tour de la Terre. Quelle que soit la météo, quand vous surfez sur Internet avec votre téléphone portable, vous vous connectez sans fil à une antenne relais, oui, mais ensuite tout passe par des câbles sur Terre, puis sous l'océan, si vous vous connectez par exemple à des sites américains comme Google, Facebook ou Amazon, et ils sont incontournables. Justement, ce jour-là, au nord d'Arcachon, un nouveau câble sous-marin financé par Facebook et Orange doit être installé sous la plage pour ensuite relier la France aux États-Unis. C'est un défi parce que vous voyez, on est soumis aux aléas climatiques. L'opération est prévue aujourd'hui, effectivement, de tirer le câble sous l'eau pour le faire arriver de l'autre côté de la dune. Finalement, à cause de la mauvaise météo, l'opération est reportée au printemps. Dans quelques semaines, c'est ici que ce câble ressortira avant d'être raccordé au réseau à Bordeaux. Et il ne sera pas plus gros que cet échantillon. C'est tout fin, c'est une fibre optique, donc c'est la taille d'un cheveu, et dans une seule fibre optique passe effectivement l'intégralité du signal à la vitesse de la lumière. La pose d'un câble transatlantique dure 2 mois. Coût du projet, 250 millions d'euros. Un travail très manuel à bord d'immenses navires câbliers qui installent ces câbles sur les fonds marins jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Mais le plus long, c'est la fabrication. En Europe, seule une usine existe, à Calais. Dans ce dédale de 16 hectares, relié au port par un immense tunnel, la fibre optique importée de l'étranger est recouverte d'une armure de cuivre, d'acier et de bitume. Les protections qui ont été ajoutées sur la fibre vont permettre de résister à l'installation au fond des mers. Il peut y avoir des zones de pêche, il peut y avoir des chaluts, il peut y avoir des ancres et venir racler le fond marin. Donc le câble doit être capable de supporter toutes ces conditions. Avant d'être immergés, les câbles sont enroulés et stockés dans d'immenses réservoirs. Vous avez à peu près actuellement dans la cuve 1600 km à peu près de câbles. Seules 3 entreprises dans le monde sont spécialisées dans la fabrication et la réparation des câbles sous-marins. Une activité considérée comme d'intérêt vital par la France. Pendant le confinement, des États vous ont contacté? Les États, les opérateurs. Et ils vous ont dit quoi? De s'assurer qu'on ne fermait pas
que tous nos bateaux étaient disponibles, nos équipages, tout ce qui était maintenance. On nous a demandé d'être prêts à intervenir à n'importe quel endroit de la planète pour réparer un câble, immédiatement. Depuis 3 ans, le marché des câbles Internet explose, tiré par la forte demande des géants du net et par une guerre invisible entre grandes puissances. Alors, il y a une guerre, en tout cas, de l'information, puisque quand vous disposez de câbles sous-marins et que vous y avez accès par le biais de vos entreprises ou directement par le biais de vos services de renseignement, eh bien, vous avez la main, en tout cas la marge de manœuvre pour accéder à ces données d'une manière ou d'une autre. Un câble sous-marin récent contient une trentaine de fibres optiques, suffisant pour transporter tout le trafic Internet actuel entre l'Europe et les États-Unis, si petite et si importante. Voilà maintenant un trouble qui concerne 8% des enfants. La dyslexie les empêche de progresser en lecture, mais aussi en écriture. Et une innovation pourrait peut-être aider certains de ces élèves. Des lunettes spéciales dont les résultats, vous allez le voir, sont très encourageants. Ludovic Romanas et Julien Clouzot. Florian est en classe de 5e. Il doit lire le Malade imaginaire de Molière, une épreuve, car il est dyslexique. Pour comprendre ses difficultés, prenons un exemple, le mot préambule. Voici ce qui est écrit et voici ce qu'il lit. Les lettres P et B se transforment et deviennent illisibles, tout comme le M. Un mot qui le met en échec. Je bug sur ce mot et au bout d'un moment, ça m'énerve un peu en fait. Et donc, je vais arrêter le livre parce que ça m'énerve de ne pas comprendre cette phrase. 2 chercheurs français ont déterminé que les enfants dyslexiques posséderaient 2 yeux directeurs au lieu d'un seul, ce qui perturberait leur cerveau. Voilà bien du préambule. Pour corriger ce handicap, ils ont mis au point ces lunettes électroniques. Testons leur efficacité. Elle ne fut ravie de les voir toutes les bonnes religieuses. C'est dur. C'est dur. C'est très dur. La même phrase maintenant avec les nouvelles lunettes. De charité, elle ne fut ravie de les voir toutes les 2 bonnes religieuses. Il a plus cette souffrance de dire je suis à la traîne, ou les copains vont se moquer, ou j'arrive pas. Il faut absolument quand même que je compense parce qu'il faut que je sois à niveau, parce qu'il ne veut pas décevoir, je pense aussi. Et puis de se dire que le soir il rentre et qu'il est bien dans ses baskets et qu'il est moins fatigué. Des lunettes commercialisées dans cette enseigne d'optique. Mathéo a 10 ans et n'arrive pas à lire. Son opticienne connecte la monture à cette application pour régler les verres à sa dyslexie. Elle fait varier la lumière, la brillance, la vitesse de filtration et au bout de 15 minutes... J'ai l'impression que c'est plus facile. Ces lunettes coûtent 399 €, non remboursables par la sécurité sociale. 300 personnes les ont testées durant plusieurs mois et les résultats semblent encourageants. Il y a 95% en laboratoire des tests qui fonctionnent et en essai en magasin, on est à 75% des tests qui fonctionnent. La Fédération des orthophonistes est toutefois sceptique. Ces lunettes ne sont pas forcément adaptées à toutes les formes de dyslexie. Tous les outils qui ont pu faire leurs preuves sont bons à prendre. Simplement, ce qui me paraît essentiel, c'est de ne pas donner de faux espoirs. Les professionnels recommandent donc de combiner l'utilisation de ces lunettes à des séances d'orthophonie. Et puisqu'on parle d'innovation, place maintenant à notre rubrique Demain. Bonsoir Didier. Bonsoir Anne-Claire. Alors on évoque dans nos journaux très souvent l'évolution technologique des voitures, mais la route, elle aussi, va changer notre façon de conduire. Vous allez même nous parler ce soir des autoroutes, un quart du trafic. À quoi va-t-elle ressembler cette autoroute du futur ? Eh bien, elle sera plus écologique et plus sûre. Rouler au sec alors qu'il y a des orages, des pluies verglaçantes comme cette semaine, eh bien, ce sera possible. Regardez cette expérimentation qui sera menée dans 3 ans en Allemagne. L'idée, c'est de couvrir toutes les autoroutes avec des panneaux solaires. Alors, des panneaux d'un nouveau genre. Pas ceux que nous connaissons aujourd'hui, qui sont opaques, mais des panneaux qui seront transparents pour laisser passer la lumière et ne pas gêner la visibilité des conducteurs. Alors, il y a 2 avantages à ce système. D'abord, la sécurité. On l'a dit, les panneaux seront inclinés, ce qui fait que la pluie, par exemple, sera évacuée sur le côté de la route. Vous roulerez tout le temps au sec, c'est important, car il y a 2 fois plus de risques d'accident lorsque la route est mouillée. C'est pareil avec la neige et le verglas, la route restera sèche, pas de poids lourds bloqués sur la route, ni de kilomètres de bouchons. L'autre avantage, évidemment, il sera écologique. Avec ces panneaux solaires, les 13 000 km d'autoroutes équipées en Allemagne pourront fournir 1/3 de la consommation annuelle des 83 millions d'habitants. C'est énorme. Didier, on pourra aussi recharger sa voiture en roulant, plus besoin de s'arrêter aux stations-service. Oui, à condition que votre véhicule électrique soit compatible. Compatible avec quoi ? Eh bien, avec les voies.
qui seront électromagnétiques. Donc, vous roulerez et votre voiture se rechargera instantanément grâce à l'induction. C'est-à-dire que l'énergie sera stockée dans la route et grâce au contact avec la voiture, elle remontera dans votre véhicule. Alors, d'autres systèmes sont également à l'étude, notamment des mini-éoliennes qui seront placées le long des routes et qui vont récupérer le vent généré par le passage des voitures et le transformer en électricité. Et puis le revêtement de la route lui-même est aussi au cœur des recherches des scientifiques. Oui, est-ce que vous avez déjà entendu parler du biobitume? Eh bien, des chercheurs du CNRS sont en train de travailler sur un bitume à base de microalgues. Alors, il aura les mêmes caractéristiques que le bitume que l'on connaît, la couleur, l'adhérence, la réduction du bruit qui progresse beaucoup en ce moment, mais il sera beaucoup moins polluant. Et puis une autre expérimentation a déjà été menée, elle, mais sur toute petite échelle aux Pays-Bas, avec de la peinture luminescente qui a été utilisée pour peindre le marquage au sol. Il capte la lumière durant la journée, il la restitue pendant la nuit, et c'est très utile quand on sait que les autoroutes, en France notamment, ne sont pas éclairées. Merci beaucoup Didier pour ces démonstrations très prometteuses. Allez, on va maintenant repartir dans le passé, au cœur d'un des épisodes les plus traumatisants de l'histoire française. La grande retraite de Russie, défaite de Napoléon face à l'hiver russe, a donné lieu à des récits épouvantables. Ces grognards, comme on les appelait, avaient péri par des températures polaires. Et bien 2 siècles plus tard, certains de ces soldats ont été inhumés aux côtés de leurs anciens ennemis. À Viazma, reportage de nos envoyés spéciaux Marc de Chevigny, Bichente Akala et Vincent Brossard. Drôle d'ambiance au centre culturel de la petite ville russe de Viazma, où nous rencontrons Alexei, professeur d'histoire dans le civil. Alors vous êtes quel soldat? Régiment de l'artillerie cheval de l'égard. Ce que j'aime, c'est me replonger dans l'histoire. Qu'ils soient médecins, cadres, ouvriers ou étudiants, leur grande passion, c'est Napoléon, ses batailles, ses hussards, les sabres et les mousquets. À la guerre comme à la guerre. Voilà l'artillerie. À la paix. Oui à la paix et à l'amitié. Les livres d'histoire, c'est bien, mais en costume, on ressent vraiment ce qu'ils ont vécu. Car même si aujourd'hui, ils rejoignent le champ de bataille en bus, un hiver russe reste un hiver russe. Moins 15 degrés, un vent mordant. Et aujourd'hui, ils ne rejouent pas une bataille. Ils sont venus assister à de vraies funérailles militaires, rendues avec les honneurs. Celles de 120 soldats français et russes, tombés ici à Viazma durant l'hiver 1812, il y a 208 ans, lors de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique, et que les Français connaissent sous le nom moins glorieux de retraite de Russie. À Viazma, les tirs d'artillerie russes portent un coup sévère au moral de la grande armée, contribuent au délitement progressif de l'ordre et de la discipline. Les conséquences en seront terribles. Pour la première fois de sa vie, l'empereur Napoléon baisse la tête. Sa grande armée n'est plus qu'une longue procession de soldats en guenilles qui battent en retraite. D'ici à Viazma, aux portes de Moscou, jusqu'à Paris, il y a 2500 km qu'ils vont devoir parcourir à pied, dans le froid, sous la neige et sous l'attaque incessante des Cosaques qui chargent. Et puis il y a la faim qui va s'installer à mesure que les vivres manquent, et cela poussera peut-être ce cuirassé à s'attaquer à la carcasse de son cheval mort d'épuisement. Aujourd'hui encore, en russe, le mot cheval signifie pourriture. Des quelques 450 000 hommes qui ont suivi Napoléon en quête de gloire, seulement 10 000 rentreront vivants de cette terrible aventure. Durant l'été 2019, une équipe d'archéologues franco-russes, menée par le chercheur Pierre Malinowski, a mis au jour une fosse commune. Sans doute pour éviter les maladies, on y avait entassé à la hâte soldats et chevaux. Quelques boutons d'uniforme ont permis d'identifier ces squelettes, des grognards français et des fantassins russes. 2 siècles plus tard, devant les passionnés de l'Empire, les descendants de ceux qui dirigeaient ces armées se retrouvent dans le froid de Viazma. Vos ancêtres se sont battus ici avec ses ancêtres. Oui. Dans les conditions épouvantables, vous vous rendez compte. Bah, maintenant, nous sommes réunis. Conditions comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, donc épouvantable. C'est à peu près ça. Et donc aujourd'hui, je suis avec mon cousin Gueorgui, mon cousin Émile Gueorgui, le grand-duc de Russie, pour rendre hommage à nos morts respectifs, qui se sont entretués il y a 200 ans. Et maintenant, c'est dans l'amitié et le respect que nous rendons les honneurs militaires à nos morts. Bon, allez!
Une cérémonie protocolaire célébrant l'amitié franco-russe. Étonnant, alors que l'Union européenne menace aujourd'hui la Russie de sanctions économiques. On célèbre évidemment la paix, la fraternité, puisque on sait le prix de la guerre. Même dans un contexte où les tensions entre l'Union européenne et la Russie sont très vives. Je pense qu'il faut dissocier le contexte de cet événement historique. Et c'était vraiment essentiel pour moi et pour nous d'être là aujourd'hui. Et rendre ainsi à la terre gelée de Russie ces quelques soldats inconnus. Ils représenteront les 500 000 hommes des deux camps qui n'ont pas survécu à cette meurtrière expédition militaire et au terrible hiver 1812. L'histoire qui n'a pas encore livré tous ses secrets, loin de là. Et s'il est un lieu qui est une mine d'or pour les archéologues, c'est bien Pompéi, en Italie. En l'an 79, la ville fut, vous le savez, ensevelie sous une épaisse couche de cendres. Après l'éruption du Vésuve, des quartiers entiers extraordinairement bien conservés. Eh bien, ces derniers mois, la fermeture du site aux touristes a permis aux équipes d'avancer beaucoup plus vite. Florence Lecnec, Antoine Pocry et Bernard Bédarida. Pompéi, ville ouverte, mais presque déserte. Enveloppée de sa brume matinale, la cité antique nous cueille au réveil avec la sensation d'entrer ici par effraction. Une colonie de chats pense depuis quelques mois qu'elle est ici chez elle. 150 personnes par jour seulement visitent en ce moment le site, dans un silence quasi monacal, pour encourager un curieux rêve, celui d'entendre les pierres parler, car sous les ruines, c'est bien la vie qui vous saisit. On nous a donné rendez-vous à l'angle de la rue des Noces d'Argent et de celle du Balcon. Les fouilles s'achèvent autour d'un lieu unique. Le patron s'appelle Nisha et ici c'est vraiment sans chichi. Son thermopolium est très exactement ce qu'on appelle aujourd'hui un fast-food, parfait pour déjeuner sur le pouce. Il s'agit d'un des 80 snack-bars de la ville mis au jour à Pompéi. Mais celui-ci est le plus étonnant parce que c'est le seul qui est décoré avec ses fresques intactes qui courent tout le long de la paroi. Et la première scène est plutôt drôle. Elle nous montre la représentation du comptoir lui-même. Avec ses marmites encore fumantes, ses oies prêtes à être déplumées avant cuisson et même la figure assez effrayant de ce chien de garde. Et qui représente probablement le chien de la maison. Parce que lorsqu'on a excavé ce site, on a bien retrouvé le squelette d'un chien dans un coin de la pièce. Alors approchez, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Ici j'ai des dattes farcies aux noix, des frites rôties au miel et puis la boisson très à la mode en 79 après Jésus-Christ. Eh bien c'est le posca, un mélange d'eau, de vinaigre avec des œufs durs. C'est un petit peu anecdotique mais en fait ça nous renseigne beaucoup sur nous et sur nos goûts. Car ici nous sommes aux racines de notre alimentation, à la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement le régime méditerranéen. Car il faut absolument imaginer Pompéi comme une sorte de Saint-Tropez antique, avec un mode de vie assez coquin, où l'ivresse nous fait souvent tituber. Et ce qui est tout à fait singulier, c'est cette connexion avec le passé qui s'impose ici, dans le dédale des réserves. Car pour chaque objet retrouvé intact, Loana nous parle d'un quotidien étrangement familier. Entre poêle à frire et pince à épiler, on se croirait presque ici dans une brocante de quartier, avec des préoccupations éternelles. Alors là, nous avons une plaque en bronze couverte de malédictions. On l'a placée dans la tombe des défunts. Et celle-ci a été écrite par une veuve qui avait découvert que son mari avait une maîtresse. Alors elle invoque ici les dieux pour priver cette femme de tout plaisir sexuel et aussi d'avoir un enfant. Socle et mémoire de notre culture, Pompéi livre ses trésors depuis près de 4 siècles. Et chaque génération d'archéologues affine notre histoire. Ce graffiti, par exemple, que nous allons découvrir, a permis de rayer de nos manuels d'histoire la nuit du 24 août 79, pour la remplacer par celle du 24 octobre de la même année. Jour désormais historique de l'éruption du Vésuve, qui engloutit et pétrifie la ville et ses habitants sous une pluie de pierres ponces avant une coulée de lave haute de 7 mètres.
Alors, Massimo Osanna imagine ce que nous réserve l'avenir. Les découvertes sont 44 et il reste encore 22 hectares à fouiller. C'est pour la prochaine génération d'archéologues. À la tête de Pompéi depuis 6 ans, ce professeur d'université nous presse de vivre le temps présent avec une certaine philosophie. Très clairement, le fait d'avoir Pompéi vidé de ses touristes a aussi été un grand avantage. Nous avons pu faire entrer ouvriers, camions, remorques et tous les matériaux de restauration que nous voulions dans un territoire à disposition 7 jours sur 7 et de 7 heures du matin à 8 heures du soir. Rouvert depuis une petite quinzaine de jours, mais seulement en semaine et aux seuls habitants de la région, sur le plan du tourisme, Pompéi semble encore bien endormi. En ville, restaurants, hôtels et boutiques de souvenirs n'ont pas levé le rideau, il n'y a pas assez de monde. Alors, pour celles qui se financent essentiellement sur la billetterie, 2020 sera synonyme d'un gouffre financier avec 40 millions d'euros de pertes. Et les tout premiers à souffrir, ce sont bien les 2000 guides accrédités, comme Vincenzo Caporal. Écoutez, c'est ma toute première visite depuis la réouverture de Pompéi. Et je suis là depuis 10 jours et je n'ai rien fait. Terrible. C'est tout simplement terrible, l'impact. Vous devez considérer que nous avons en fait 0 entrée depuis le début du Covid. Et pourtant, à l'image de cette terre si fertile, nous sommes obligés de constater qu'il y a peu de lieux au monde qui illustrent mieux la résilience. Prêts à laisser s'épanouir de toutes nouvelles vignes. Se dessiner à l'identique les jardins des péristyles pour parfaire des itinéraires qui nous immergent encore plus dans la douceur de vivre romaine des bords de mer. Comme une ville éternelle, Pompéi semble encore promise à 1000 vies. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Dans un instant sur LCI Canal 26, un documentaire sur le mystère Vladimir Poutine. Sur TF1, votre film du dimanche soir, Mon Poussin, avec Isabelle Nanty. Demain pour l'information, Marie-Sophie Lacaro à 13h, Gilles Boulot à 20h. Tout de suite, rendez-vous sport. Très belle semaine à vous et à vendredi.